1997 à Paris. Il est face caméra, sur fond rouge. Gros plan sur son visage, impassible. Regard noir, fixe. Il a le teint hâlé, des cheveux noirs bien peignés. On devine la veste de son costume. Il porte une chemise et une cravate. Il s'appelle Alain Gauthier, ou plutôt Charles Sobrage. Il est libre, un tueur en série, libre et interviewé. Êtes-vous un homme dangereux ? Il faudrait déjà savoir si j'ai commis un meurtre. Avez-vous commis un meurtre ? Les tribunaux ont décidé. Non. J'ai fait face à des juges. J'ai fait face à des allégations. Et les tribunaux ont décidé. Peut-être, mais vous ne répondez pas à ma question. Mais c'est ma réponse. Bienvenue dans Sérieland, Zoom sur la série The Serpent à voir sur Netflix et sur ses autres fictions basées sur de vrais crimes, des true crime. Sérieland, c'est le podcast qui vous donne envie de regarder des séries de qualité, celles qui sont dans l'actualité, celles qui nous permettent de regarder la société autrement aussi. Je m'appelle Eva et je viens de passer 458 minutes à me demander comment cette histoire allait finir. Si Charles Sobrage était toujours vivant, en prison ou libre, j'ai refusé de chercher, j'ai refusé de lire sa page Wikipédia. Je voulais tenir jusqu'au bout des 8 épisodes. Me laisser porter par le récit, par cette course-poursuite engagée entre un tueur en série et un jeune diplomate néerlandais, Herman Knippenberg. Entre réalité et fiction, la frontière est devenue mince, très mince, comme dans la plupart de toutes ces séries classées en true crime, vrai crime en français. Attention, je parle de fiction et pas de documentaires nombreux dans cette catégorie. À l'occasion de la sortie de The Serpent sur Netflix, nous avons décidé avec mon équipe de Sérivore, Clémence Olivier, Margot Barallon et Patrick Notre Voix, de replonger dans l'univers de ces séries, de ces fictions basées sur des histoires vraies. Il nous fallait comme chaque semaine un spécialiste de la question, une spécialiste en l'occurrence. Elle est diplômée en psychologie et en criminologie, elle est passionnée de true crime et nous fait partager sa fascination pour ces histoires sur sa chaîne YouTube. Elle s'appelle Sonia Liu et rien ne semble lui faire peur. Elle est l'invitée experte de Sérieland. Comme chaque semaine, ce nouvel épisode se terminera avec la série du moment, celle dont on parle. Avec Margot, nous avions très envie d'évoquer la saison 2 de Mental, qui est à voir sur France.tv. Rendez-vous à la fin de cet épisode. Sérieland, épisode 66. La série de la semaine. Bonjour Margot Barallon. Bonjour Eva. Ravie de vous retrouver pour cet épisode qui nous a donné quelques suées froides, on peut le dire. On peut le dire. Voilà, je vous présente Sonia Liu. Bonjour Sonia. Bonjour. Les tueurs en série ont peu de secrets pour vous. Vous êtes diplômée, je le disais, en psychologie, en criminologie. Oui, vous êtes fascinée par ces histoires depuis très longtemps. Oui, depuis l'enfance. Depuis l'enfance ? Non, mais pas les tueurs en série, c'était plutôt les monstres et les fantômes à Ouais, l'époque. exactement. Les enquêtes, en tout cas, Les depuis enquêtes. l'enfance. Et puis les tueurs en série, c'est arrivé vers l'adolescence, on va dire. Mais ça me rassure un petit peu, parce que si à 5 ans vous étiez fan de tueurs en série, je me serais inquiétée. Est-ce que vous êtes aussi fascinée par toutes ces séries qui relatent ce qu'on appelle des true crime ? Oui, je suis une énorme fan de toutes les séries comme ça. J'en suis très, très friande et je les regarde généralement dès leur sortie. Eh bien voilà, on est très contente de vous avoir avec nous parce que vous allez nous apporter aussi votre regard d'experte. Cet épisode de Sérieland a débuté avec la première scène de The Serpent. Donc c'est l'histoire vraie de Charles Sobrage qui est incarné avec brio par Tahar Rahim. Alors Charles Sobrage, c'est un tueur en série dans les années 70. Il aurait tué 18 personnes en Asie. Il était surnommé le Serpent parce qu'il s'avère être un immense manipulateur auprès de ses victimes évidemment, mais aussi auprès des forces de l'ordre, des hommes de pouvoir. Il a longtemps échappé à la police, s'est évadé à plusieurs reprises et il est toujours vivant. Je ne vous dirai pas où ni dans quelles conditions, parce que ce serait spoiler la fin de la série. Alors en une phrase, qu'est-ce que vous en avez pensé de The Serpent ? Alors, je trouve que c'est vraiment une série très, très accrocheuse. D'abord parce qu'elle est très bien faite, l'image est léchée, les acteurs sont très bons et Tahar Rahim notamment, je trouve, incarne vraiment ce mec extrêmement complexe, mystérieux, fascinant, répugnant aussi. Donc ça, c'était très bien. Et moi, le seul petit regret que j'ai, c'est que je trouve que c'est une histoire... Enfin, c'est une série qui ne raconte rien de plus que son histoire. Alors, il se trouve que l'histoire est captivante. J'aurais peut-être aimé un petit peu plus d'analyse et de recul, en fait, sur cette histoire qu'elle raconte.
Sonia, qu'est-ce que vous en avez pensé de The Serpent ? Oui, je suis assez d'accord. En fait, j'ai beaucoup aimé le déroulement de la série. Je regrette peut-être le fait qu'il y ait eu énormément de flashbacks qui, à mon avis, sont parfois un petit peu difficiles à suivre. Oui, il y a une construction très compliquée. Très Ouais, compliqué. c'est Sur les assez 2 premiers complexe. épisodes, c'est complexe. Il faut s'accrocher. Je pense qu'il y a malheureusement certaines personnes qui lâcheront peut-être la série à cause de ça. Sinon, après, au niveau de la complexité de l'histoire, je pense qu'effectivement, elle est suffisante et qu'on n'a pas forcément besoin de rajouter plus de questionnements. Je pense qu'on se les pose déjà bien assez nous-mêmes. Et puis, la personnalité et la psychologie des intervenants qu'on peut voir dans cette série, elle est vraiment bien dépeinte, je pense, parce qu'on voit très très bien l'emprise que peut avoir Sobrage, à la fois sur ses victimes, mais aussi sur tout son entourage. Alors, moi, pour ma part, le récit m'a fascinée, mais une fascination quasi morbide, hein, je le reconnais volontiers. Le personnage de Charles, qui est sublimé quand même par Tahar Rahim, est extrêmement complexe, c'est ce que vous disiez, Margot, et c'est en ça que je le trouve intéressant. Il le reste en plus, jusqu'à la fin, jusqu'au 8e épisode. Moi, j'aime beaucoup la non-relation en fait, entre les 2 personnages principaux, que sont le tueur et le diplomate néerlandais. Ça ajoute de la tension, parce qu'on imagine toujours la rencontre entre les 2. Je ne vous dis pas si ça va se produire ou pas, mais voilà, il y a ce petit truc en plus. Et puis, autre qualité, alors là, purement cinématographique pour le coup, mais les paysages, le soleil et la chaleur de l'Asie qui transpirent à travers l'écran, moi, ça m'a fait du bien, j'avoue. Mais c'est vraiment une série d'ambiance. Mais Et puis oui. en plus, c'est les années 60-70, un peu hippie. Exactement, tout le monde exactement. fume, il y a des Ouais. belles robes, des pantalons pas de def. Et ça que fait- demander de plus? On a envie de boire un cocktail avec eux au bord de la Exactement. piscine, Enfin, comme ouais, eux. Hein. Pas trop longtemps. Non, pas trop longtemps. Pas trop longtemps, effectivement. Et alors, comme vous, Sonia, moi, j'ai un peu regretté les va-et-vient temporels, notamment dans les 2 premiers épisodes. Et alors, mais c'est du détail, mais enfin, quand même, il y a un petit souci de langue, puisque le personnage de la compagne de Charles, qui est québécoise, parle un français absolument incompréhensible. Et alors, elle est doublée à certains moments et pas d'autres. Voilà, c'est un peu étrange. Mais qu'importe. J'ai trouvé la série ultra efficace, à l'image de la bande-annonce. T'as la belle vie ici grâce à moi. J'ai pas été gentil avec toi. Alors tu comprends pourquoi j'ai du mal à accepter que tu veuilles t'en aller d'un coup. Les amis sont toujours les bienvenus à la maison. Tu nous présentes, Adjay? C'est toi qui vends des pierres. C'est lui qui vend les pierres. Mon mari, Alain. Les autorités avaient préparé son extradition. On a développé un réseau de courtiers dans toute l'Asie et l'Europe de l'Ouest. C'est pour ça qu'on peut se permettre d'offrir des prix si attractifs. À l'amitié. À l'amitié. À l'amitié. Qu'est-ce qui nous arrive? Je recherche 2 personnes. Je travaille pour l'ambassade des Pays-Bas. Leurs familles n'ont aucune nouvelle depuis plus de 2 mois. J'ai des lettres qu'ils ont écrites à leur famille, dans lesquelles ils disent tous les 2 avoir rencontré un marchand de pierres précieuses français basé à Bangkok. Est-ce qu'ils indiquent son nom à ce marchand? Non. Si le tueur n'est pas arrêté, des gens seront en danger. Moi, comparé à ça, qu'est-ce que je crains? Vous voulez que je vous le dise? On n'avait pas encore parlé de la bande-son, la bande originale de la série, qui est géniale, qui mêle toutes les musiques, mais notamment les musiques des années 70 et quelques tubes français comme ça, qui font du bien aussi. Sonia, je m'adresse à l'experte que vous êtes en psychologie et en criminologie. Si vous deviez faire le profil type de Sobrage, c'est qui pour vous ? Pour moi, c'est le parfait exemple du psychopathe, en fait. C'est vraiment, il dépeint très très bien ce qu'on décrit comme un psychopathe, c'est-à-dire finalement une personne qui est très charmante et qui sait se faire apprécier, qui sait manipuler les autres et qui derrière va finalement être extrêmement sadique, qui n'a absolument aucune empathie, qui utilise les autres comme des objets et qui est prêt à les jeter aussi dès qu'ils n'ont plus d'utilité. Donc pour moi, c'est vraiment une très très bonne représentation, assez fidèle de ce qu'on pourrait qualifier en tant qu'expert comme la psychopathie. Alors, la preuve de ce que vous venez de dire, c'est qu'il y a le personnage de sa compagne qui est très important aussi dans cette histoire. C'est vraiment son faire-valoir. Il a besoin d'elle, mais il semble dénué de tout sentiment en même temps. C'est exactement ce que vous venez de nous décrire. Cette relation complexe avec les femmes, est-ce que c'est une récurrence dans l'histoire des tueurs en série ? Alors,
Non, je pense qu'il n'y a pas forcément de récurrence dans l'histoire des tueurs en série, tant on peut avoir des profils différents. Après, c'est vrai que là, on est vraiment sur une personne qui est très sociable. Contrairement à beaucoup de tueurs en série qui préfèrent rester un peu dans l'ombre, lui, il cherche la lumière, il cherche à être reconnu et il cherche à être aimé. Il n'essaie pas du tout de se cacher, donc du coup, il a besoin de manipuler les gens pour avoir cet entourage qui finalement presque va commettre les crimes à sa place. Donc c'est vraiment un profil particulier. Je pense pas que ce soit le plus représentatif du tueur en série. Alors d'ailleurs, quand vous dites qu'il a besoin aussi des autres pour commettre les crimes à sa place, c'est le cas avec Adjé, qui est une sorte d'homme de main en quelque sorte. Je voudrais vous faire écouter un extrait, c'est à la fin du premier épisode. Un jour, j'ai volé un taxi à Peshawar. Je devais le prendre jusqu'à Téhéran, tu vois. Le chauffeur a refusé, alors je l'ai drogué. Ensuite, je l'ai mis dans le coffre. Et au bout d'un moment, il s'est réveillé, il a commencé à brailler, à cogner. Ça commençait à agacer les autres passagers, alors je me suis arrêté au bord de la rivière pour voir. Mais il s'était étouffé. Je l'ai sorti du coffre et je l'ai déposé dans l'eau. Je m'attendais à ressentir de la culpabilité, mais rien du tout. Je me suis senti libre. Libre de tout jugement. Du mien et de Dieu. Tout ça s'est déroulé sans aucune tragédie. Margot, dans cet extrait, en fait, Charles est à côté donc de Adjé, qui est donc son homme de main, qui est un personnage un peu complexe en fait, parce qu'on ne sait pas trop ni d'où il vient, ni qui il est réellement, ce qu'il fait ici. Exactement, et moi je trouve que ça participe du charme de cette série d'avoir autant de personnages, y compris secondaires, mais qui en fait le sont pas vraiment. Donc il y a celui d'Adjé et il y a vraiment celui de la compagne. Marie-André voilà, qui se fait appeler Monique. Qui se fait appeler Monique. Et en fait, effectivement, Adjé, on ne sait pas d'où il vient. Je ne spoil pas en disant qu'on ne sait même pas dans la vraie vie ce qu'il est vraiment advenu de lui. On ne sait pas. Et je trouve ça très intéressant parce que c'est ces gens justement qui sont fascinés par Charles Sobhraj et qui, en même temps, au départ, n'ont pas cette psychopathie en eux, mais ont l'air de prendre un peu goût quand même à ce qu'il fait. Et c'est notamment visible dans le cas de sa compagne qui essaie de le quitter quand même à un moment. C'est le moment où il commet un crime en sa présence et là, elle revient vers lui. Et c'est complètement incompréhensible et très fascinant forcément. Incompréhensible, mais est-ce que la psychologue que vous êtes et la criminologue que vous êtes comprend l'attitude de Monique ? Oui et non, c'est toujours très difficile de comprendre le phénomène d'emprise et pourquoi est-ce que souvent des femmes reviennent auprès d'hommes aussi violents. Je pense qu'il y a à la fois la peur, mais aussi peut-être cette manipulation qui s'est mise en place depuis le départ et finalement ce sentiment que peut-être, je ne sais pas, soit elles arriveront à le changer, à l'aider à s'améliorer. Il y a ce syndrome souvent du sauveur chez ces femmes-là. Et puis, je pense la peur aussi, parce qu'elles craignent pour leur vie et c'est pas si facile de quitter un homme aussi brutal. Alors, on vous recommande, malgré cette ambiance un peu sombre, on vous recommande The Serpent qui s'inscrit donc parfaitement dans ce genre baptisé True Crime. Alors, petite précision, je l'ai dit en introduction, mais vraiment sous cette appellation, il s'agit souvent de documentaires. Ils sont très nombreux sur les plateformes. Quand vous tapez notamment sur Netflix True Crime, vous allez vous retrouver avec un paquet de documentaires. Avec l'équipe de Série-Land, nous avons choisi de nous attarder uniquement sur les fictions avec quelques séries à voir absolument. Et voilà le moment du décryptage de la semaine. Première série qui a retenu notre attention, et je pense, Sonia, que vous allez partager notre enthousiasme, c'est Mindhunter. Margot, le pitch en un mot de cette série américaine qui est devenue quand même culte en 2 saisons. Il y a 19 épisodes à voir sur Netflix. Et ça raconte en fait le début de ce qu'on appelle le profilage, donc cette technique qui permet de comprendre les meurtriers, de rentrer un petit peu dans leur tête et donc à la fois de les arrêter et peut-être même d'arriver à anticiper certains de leurs crimes. Donc c'est 2 agents du FBI, Holden Ford et Bill Tench, qui vont interroger comme ça des grands criminels un peu partout aux États-Unis. Et dans le 2e épisode de la 2e saison, ils questionnent aussi une victime qui a échappé de peu à un serial killer. C'est lui alors? C'est BTK? Il s'est vanté d'avoir fait une 5e victime, mais il ne l'a jamais cité. On pense que c'est Cathy. Je vous l'ai dit. Je vous ai dit qu'il savait ce qu'il faisait, que c'était pas nouveau pour lui. J'ai pas de lésion au cerveau, comme ils disent. Je suis juste fatigué. Nous te croyons sur parole. Et on va l'attraper. J'ai pas le temps d'attendre. Comment ça? J'ai vu son visage.
Il sait que je suis ici. À chaque fois que je rentre dans une boutique, j'ai peur. À chaque fois que je vais quelque part, même dans une Ce église. type ne fréquente pas les églises. Tu vas aller où, Kevin? Je sais pas. Loin. J'ai choisi cet extrait parce que pour moi, il illustre vraiment le dilemme auquel sont confrontés les true crime, notamment de fiction, à savoir que beaucoup de ces séries, et notamment Mindhunter dans sa première saison, sont taxées de voyeurisme et vraiment d'une fascination sans borne pour ces serial killers, fascination parfaitement compréhensible. Hein. Et justement, je trouve que Mindhunter a bien corrigé le tir entre sa première et sa deuxième saison, qui accorde aussi plus de place aux victimes, à ce qu'elles ont pu ressentir. Et il y a aussi un mécanisme un peu de compensation finalement, où on va parler autant d'elles que des grands noms des tueurs en série, puisqu'on voit aussi Charles Manson, pour ne mentionner que lui dans Mindhunter. Et je trouve ça intéressant. C'est vrai que, je ne sais pas, Sonia Liu, si vous êtes d'accord, mais cette fascination, elle peut être un petit peu dérangeante aussi. C'est quelque chose qui manque dans énormément de contenu. En fait, dès qu'on parle de crime, généralement, on va plus parler des criminels que des victimes. Et c'est peut-être un défaut. Après, moi, j'ai jamais eu tendance à voir ça comme quelque chose de voyeuriste, étant donné que je pense que si on veut comprendre quelque chose, on est obligé de le regarder en face. Et il n'y a pas 36 manières. Enfin, je veux dire, j'imagine pas trop comment est-ce qu'on pourrait trouver des moyens de prévention contre certains crimes si on n'analyse pas réellement comment ça fonctionne dans la tête de ces personnes qu'on a énormément de mal à comprendre. Maintenant, le fait d'apporter un intérêt peut-être plus humble aux victimes, je pense que c'est une très très bonne chose. Mais Mindhunter m'a jamais semblé particulièrement voyeuriste. Enfin, j'ai pas... Ils ont représenté les personnes les plus violentes et les plus choquantes qu'on puisse connaître en termes de tueurs en série. Mais c'est la réalité. Ils n'ont pas grossi le trait, en fait, malheureusement. Sonia, ce qui vous intéresse souvent dans toutes les vidéos que vous proposez sur votre chaîne YouTube, c'est pas seulement l'affaire en tant que telle, c'est aussi ce qu'elle raconte à la fois de la justice, du traitement psychiatrique. On parlait des victimes, mais aussi de la prise en compte des victimes. C'est ça aussi qui vous intéresse dans ces affaires-là ? Oui, moi, ce que j'essaye de faire, c'est plutôt que de simplement raconter une histoire comme finalement on pourrait tous aller lire la page Wikipédia, c'est peut-être effectivement raconter les faits, mais ensuite expliquer et poser des questions. Moi, je ne veux pas forcément apporter des réponses, mais plus amener les personnes qui m'écoutent à se questionner sur finalement qu'est-ce qu'on peut dire de l'impact de la médiatisation dans cette affaire, de la problématique de la réinsertion, de la victimologie, etc. Alors, il y a une autre série qui s'inspire régulièrement de faits divers et qui compte déjà 21 saisons au compteur, New York Unité Spéciale. Notre sérivore Clémence Olivier revient justement sur un des épisodes de la série, un épisode basé sur une histoire concernant un Français. L'aparté de Clémence. Fin 2011, la série qui raconte les enquêtes d'une unité de la police de New York spécialisée dans les crimes sexuels s'inspirait d'une affaire retentissante dans le monde et en France particulièrement. Dans le système judiciaire, les crimes sexuels sont considérés comme particulièrement monstrueux. À New York, les inspecteurs qui enquêtent sur ces crimes sont membres d'une unité d'élite appelée Unité Spéciale pour les victimes. Voici leurs histoires. Le premier épisode de la saison 13 s'ouvre dans un hôtel de New York. Un homme, la cinquantaine, en costume-cravate, sort d'une chambre. Dans le couloir, une femme de chambre, une femme noire, s'effondre en pleurs. Elle affirme qu'elle vient d'être agressée sexuellement. Son agresseur présumé s'appelle Roberto Di Stasio. Il est italien, secrétaire général du Conseil économique mondial, et il nie en bloc les accusations dont il fait l'objet. Je mesure très bien la gravité de ma situation. Je n'ai confiance en personne. Il faudra avoir confiance en moi. Les charges sont extrêmement lourdes. Ça, c'est l'Amérique. Mes adversaires sont vraiment prêts à tout pour me nuire. C'est un coup monté. Je sais qui tire les ficelles dans l'ombre. S'ensuit dans la série l'arrestation très médiatique de l'homme politique. Dans New York Unité Spéciale, on voit Di Stasio menotté, sortir du commissariat devant les crépitements des flashs et des dizaines de caméras. Si comme moi vous avez une impression de déjà vu, c'est normal. C'est exactement ce qui s'est passé dans la vraie vie pour Dominique Strauss-Kahn, alors directeur du FMI, après qu'il ait été accusé d'agression sexuelle par Nafissatou Diallo, une femme de chambre du Sofitel de New York. Pourtant, dès le début de la série, il est précisé que toute ressemblance avec des personnages existants est fortuite. Mais les similitudes se multiplient. Dans la série comme dans la vie, l'épouse de l'homme politique lui apporte un soutien sans faille.
L'avocat de Distasio ressemble beaucoup à l'original, Ben Brafman. Et comme dans la réalité, la parole de la femme de chambre est également mise en doute. On la soupçonne d'avoir agi pour l'argent. Je croyais qu'on avait interrogé la victime. Elle a fait tout ça pour le pognon. C'est troublant, bien sûr. Surtout qu'à l'époque de la diffusion, en septembre 2011, les Américains ont ce fait divers bien en tête. Il ne s'est produit que 5 mois plus tôt. Et à ce moment-là, les poursuites au pénal contre DSK ont été abandonnées, mais son procès en civil n'a toujours pas eu lieu. La pratique peut être dérangeante, mais elle n'est en rien nouvelle. Adapter un fait divers récent est même devenu une marque de fabrique de la série lancée en 1999. Avant même le mouvement MeToo, elle racontait l'histoire de producteurs accusés de harcèlement sexuel. En saison 15, une intrigue s'inspirait également d'une affaire qui avait enflammé l'Amérique, la mort de Trayvon Martin, un jeune ado noir, tué par un homme blanc membre d'un groupe de surveillance de son quartier. Pour Dick Wolf, le créateur de New York Unité Spéciale, c'est l'une des raisons du succès de la série. Une façon de s'inscrire dans l'air du temps, mais aussi d'aborder des sujets qui résonnent dans la société. Sonia Luo, vous avez vu cet épisode de New York Unité Spéciale ? Non, j'ai pas vu. Oui, voilà, bon, on vous le recommande. J'avais vu des images, oui. C'est vrai que ça avait fait quand même un peu le buzz. Bien sûr, mais surtout que c'était arrivé très très vite après les faits. Question très difficile, Sonia. Est-ce qu'il y a une affaire que vous aimeriez voir déclinée en série ? Il y en a tellement. Ah, c'est vrai ? Bah oui. L'une de mes affaires qui me hante le plus, c'est l'affaire John Bennett Ramsey. Vous pouvez nous la résumer ? C'est une affaire terrible, en fait. C'est un peu... Moi, je la compare souvent à l'équivalent du petit Grégory, mais aux États-Unis. C'est une toute petite fille qui avait 6 ans qui a été retrouvée... En fait, elle a été enlevée chez elle le lendemain de Noël. Et il y a eu une lettre de rançon, etc. Ses parents l'ont cherchée, la police est arrivée. Et puis, plus tard dans la journée, on a retrouvé son corps dans la cave. Un crime qui aurait dû être extrêmement simple à élucider, résoudre, ouais. est toujours non élucidé aujourd'hui. On ne sait toujours pas ce qui s'est passé. Il y a énormément d'accusations qui pèsent et sur la famille, mais aussi d'autres sur l'entourage ou un inconnu. Et on ne sait toujours pas ce qui s'est passé. C'est terrible. Alors d'ailleurs, dans les prochains mois, on attend l'affaire Grégory sur TF1 en série. Ça s'appelle Une affaire française. Et je vous recommande d'ailleurs sur l'affaire Grégory le documentaire, en l'occurrence, la série documentaire de Netflix qui s'appelle Grégory et qui est absolument remarquable. Dans Série-Land, Sonia, on aime bien montrer comment les séries racontent notre société. De la même façon que vous, avec les vidéos, vous vous interrogez aussi sur le fonctionnement de la justice. Nous, on aime bien comprendre à travers ces séries comment ça raconte aussi notre monde. Et en l'occurrence, je me suis aperçue que derrière chaque true crime se cache aussi une réalité sociale. La preuve avec une série, je sais que vous l'avez vue et que nous avons aimé tous dans ce studio, Dans leur regard, mini-série en 4 épisodes qui est à voir aussi sur Netflix. Alors nous sommes en avril 89, en plein cœur de Central Park à New York. Une jeune joggeuse blanche est violée. Elle est hospitalisée entre la vie et la mort. 5 jeunes, 4 noirs et un hispanique, sont arrêtés vraiment dans les heures qui suivent. La police leur soustrait des aveux de façon absolument terrible. Ce sont que des gamins à l'époque, ils sont épuisés après des heures de garde à vue. Exemple avec Kevin, c'est le plus jeune. Sa sœur, elle est étudiante en droit, elle vient le chercher au commissariat. Elle se retrouve face à lui, mais entourée de plusieurs flics. Je vais pas signer ça. Angie, signe-le s'il te plaît. Alors, vous voulez ramener votre frère à la maison ou pas ? Oui. Parce qu'on peut le garder. Non. Angie, Kevin, je refuse de signer. Signe-le s'il te plaît. Signe. Angie, ce n'est pas parce que vous renoncez maintenant à un avocat que vous y renoncez pour toujours. D'accord ? Je comprends pas ce que... Ramenez votre frère à la maison. Vous et votre mère, vous allez voir votre Kevin, avocat. je vais essayer de comprendre. Je peux pas rester, Je Angie. comprends. Je veux qu'on s'en aille d'ici maintenant. Je suis fatigué d'être ici, j'en peux plus. Angie, Allez, je veux rentrer, mademoiselle. signe, s'il te plaît. Personne n'a envie de s'éterniser. Je veux plus rester ici, je veux rentrer à la maison. Angie, je veux rentrer à la maison. Je veux pas rester ici, je veux rentrer chez nous. Ok. Je veux partir d'ici. Je suis là. Kevin ne repartira pas chez lui, vous imaginez bien, il va être incarcéré. C'est une mini-série extraordinaire signée Ava DuVernay. Ces 5 jeunes ont été condamnés, ont passé de longues années en prison avant d'être relâchés et innocentés. 24 ans d'erreurs judiciaires. Leur procès s'est déroulé dans un contexte de forte tension raciale d'ailleurs. Et c'est aussi l'intérêt de ce récit, c'est de raconter de façon concrète les violences policières et celles de la justice à l'égard des Noirs, notamment à l'égard des communautés en général. Margot, cette série, en fait, elle devient un peu le miroir de la société américaine des années 90 au fond. Oui, complètement, mais ce qui, plus encore que ça, Ava DuVernay, quand elle raconte une histoire des années 90, elle raconte ce qui se passe encore aujourd'hui, 30 ans après. Donc c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de mesurer à quel point si peu de chemin
a été parcouru. Parfois, on mesure le chemin parcouru et là, c'est plutôt l'inverse. Et il y a vraiment une résonance avec l'actualité qui est complètement voulue et assez terrifiante. Sonia, vous l'avez vue, cette série ? Je crois que vous avez adoré aussi. Oui, elle est incroyable. Mais je pense qu'il y a une vraie habilité de la part des réalisateurs maintenant à saisir des affaires qui datent et de trouver certaines ressemblances et finalement Bien nous les sûr. suggérer, nous les faire comprendre et faire un effet de miroir comme ça. Et c'est vrai que voir une injustice pareille se dérouler dans les années 90, si on pouvait se dire c'est complètement terminé, ce serait une chose. Mais là, il y a un véritable sentiment de révolte quand on regarde cette série parce qu'on sait que ce genre de choses arrive encore aujourd'hui. Alors, sachez d'ailleurs à propos de Dans leur regard que cette histoire a été d'ailleurs une des histoires les plus médiatisées aux États-Unis. Quand elle éclate, Donald Trump va acheter des pages entières dans les journaux pour réclamer la peine de mort pour ces jeunes arrêtés avant même leur procès. Les pages vont être publiées avant le procès. Et encore aujourd'hui, il ne reconnaît pas l'innocence de ces jeunes gens, alors que le coupable, le vrai en l'occurrence, dort en prison. Je trouve ça absolument incroyable. Mais est-ce si étonnant de la part de Donald Trump ? Margot, je vous laisse responsable de vos propos. Je voulais terminer ce tour d'horizon des séries inspirées de faits réels avec une fiction dont nous avons déjà parlé dans Série-Land et intitulée Laetitia et qui est toujours disponible sur Salto. C'est une série française. C'est un fait divers de 2011. Laetitia Perret disparaissait une nuit de janvier dans les environs de Pornic. Elle avait 18 ans. Son corps découpé en morceaux a été retrouvé quelques jours plus tard. Son meurtrier, Tony Meillon, rapidement arrêté, était récidiviste. T'as vu l'heure ? T'étais où ? Laetitia ? Laetitia ? Je suis l'adjudant-chef Touchel, division crime violent de la section de recherche d'Angers. C'est moi maintenant qui vais coordonner l'enquête sur le terrain. Laetitia, elle est... Oui, Elle est trop bien cette fille. Elle a toujours le sourire, elle aime les gens, tout le monde l'aime. Mais dans ce genre de situation, il faut aller extrêmement vite, c'est important. Elle a jamais fait de fugue. Elle a une vraie famille ici. Elle est heureuse. J'ai plus trop envie d'y être là-bas. Dès que je peux, je me casse. On va reconstituer la journée de Laetitia en détail. Surtout, on va essayer de comprendre pourquoi elle a pris autant de risques ce jour-là. Alors Laetitia, c'est pas seulement un fait divers, c'est aussi l'histoire d'une jeune fille dont la courte vie a été marquée par la violence des hommes, celle de son père à l'égard de sa mère, à son égard aussi, celle de son père de substitution dans une famille d'accueil pas si accueillante, et puis enfin celle de son meurtrier qui l'avait séduite avant de la tuer. Margot, je crois que vous aviez adoré Laetitia, Oui, on en avait déjà parlé. J'ai adoré cette série et justement, je trouve qu'elle a ce que n'a pas The Serpent, à savoir cette capacité à montrer autre chose que la simple histoire qui est déjà passionnante, mais qui est là vraiment des siècles de violences patriarcales, de violences sexistes envers les femmes qui peuvent se résumer à un fait divers. Oui, avec un truc en plus, c'est que cette affaire, Laetitia, avait aussi suscité de vives réactions de la classe politique. Nicolas Sarkozy avait fait une sortie contre la magistrature, donc il y avait eu la première grève d'avocats en France avait été déclenchée suite à cette affaire. Donc il y a aussi une critique de la justice, une critique des médias. Oui, et tout des ça, moyens, surtout des moyens accordés à la justice, plus que de la justice elle-même. Et c'est ça qui est très bien rendu aussi dans la série. Alors je vous recommande d'ailleurs d'écouter ou de réécouter le récit de cette histoire par Christophe Ondelat. L'affaire Tony Meillon est disponible en podcast sur europe1.fr et sur les plateformes de téléchargement. Je crois, Sonia, que vous n'avez pas encore vu Laetitia. Non, mais vous m'avez donné très envie. Rattrapage obligatoire. Rattrapage obligatoire, vraiment. Une affaire très médiatisée en France et dont les différents protagonistes, à commencer par la sœur jumelle de Laetitia Perret, sont vivants. Et Sonia, je me pose une question à chaque fois que je regarde ces séries. La réaction des proches des victimes, la souffrance de revivre ces événements. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que c'est terrible. Enfin, je sais que la plupart des familles, généralement, ont beaucoup de mal à aborder ce genre de contenu, ce que je peux totalement comprendre. Sachant que parfois, les séries, les réalisateurs ne prennent pas forcément contact avec les familles, ne demandent pas leur aval. Et j'imagine bien combien ça doit être difficile. Tout dépend du traitement aussi qui est réservé, mais je pense que dans tous les cas, revivre et surtout mettre des images sur des faits avec forcément un côté qui va peut-être être un petit peu déformé, ça doit être très douloureux. Margot ? Il faut préciser que justement dans le cas de Laetitia, et c'est ça aussi qui est très bien, c'est que le réalisateur Jean-Xavier de l'Estrade a pris contact avec Jessica, la sœur jumelle, et en fait lui a promis
que ce serait la vérité, rien que la vérité, mais ça toute la vérité. Ça a été vraiment très très dur pour lui justement très dur au sens où il a tenu réellement à raconter ce récit le plus justement possible. Il s'est inspiré du récit de Yvon Jablonka qui avait écrit un livre sur cette affaire et qui lui-même avait enquêté et avait pris contact avec toutes les victimes et tous les protagonistes de cette affaire, effectivement. Mais c'est vrai que quand vous regardez The Serpent, chaque épisode débute avec on a changé une mention indiquant qu'ils ont changé le prénom des victimes, tout ça. Je ne sais pas si ça suffit. Alors, je vous propose de refermer ce chapitre de True Crime pour évoquer notre recommandation de la semaine et le coup de cœur de notre invité. La découverte de Seriland. Sonia, chaque semaine, Seriland s'achève avec la recommandation de la semaine. C'est un coup de cœur cette semaine, en l'occurrence, pour une saison 2. Coup de cœur pour une série qui est à retrouver sur France.tv et qui est intitulée Mental. Alors, Mental, c'est le quotidien du service de pédopsychiatrie de la clinique des Primes Verts. Marvin, il a 17 ans. Il est arrivé là après un jugement, en l'occurrence, et il ne comprend pas vraiment ce qu'il fait ici au milieu de ces ados qui sont en pleine thérapie. La saison 2 s'ouvre sur l'arrivée d'une nouvelle pensionnaire. Elle s'appelle Max. Explication avec le médecin chef de service. Ah oui, d'ailleurs. Il y a votre mère qui a demandé à venir vous voir. Si elle a demandé. Elle viendra pas. Ah bon? C'est une connasse. Non, avec d'autres mots, s'il vous plaît. C'est une connasse, monsieur Zarader. Non, Bourdon, docteur Bourdon. C'est pas votre bureau? Si. Ah oui, non, parce que oui. Non, le docteur Zarader, c'est l'ancien chef de service. Et ils n'ont pas encore changé les plaques, tout ça. Alors, donc, on a dû vous expliquer, on va élaborer avec vous un projet de soins dans un cadre collectif. Donc, vous allez rencontrer... Je vais rencontrer la psychologue, on se verra 3 fois par semaine. Puis j'aurai un emploi du temps où il faut que je mette mes activités. Il y en aura des obligatoires et d'autres pas. Puis vu que je suis anorexique boulimique, j'aurai des rendez-vous avec la diététicienne et des plateaux spéciaux à la cantine. On surveillera mes repas et on check que je me fasse pas vomir après. Ah. Faut que je vous passe mon téléphone aussi. Alors non, en tant que nouveau directeur de la clinique, j'ai décidé que moyennant quelques règles, vous pouvez garder vos téléphones portables. Sonia, est-ce que vous pourriez être psychologue dans ce type de structure avec des ados ? Ça vous brancherait ou pas ? C'est quelque chose qui m'intéresserait beaucoup. Ouais, j'aimerais beaucoup faire ça. Mais ce qu'on entend dans cet extrait, c'est finalement un regard sur la violence institutionnelle qui est très présente, malheureusement, en France, qui m'a un petit peu, justement, découragée, on va dire, de travailler dans certains milieux. Mais je pense qu'il faut... c'est nécessaire aussi. Et puis, il y a énormément de très bons professionnels qui essayent de faire avancer, justement, les prises en charge. Et j'espère un jour faire partie de ces gens-là. Alors Max, que vous venez d'entendre, elle est incarnée par la lumineuse Deborah Lukumwena. Elle était César de la meilleure actrice dans un second rôle pour Divine, pour le film Divine en 2017. Et elle rejoint un casting que je trouve remarquable. Alors tant du côté des adolescents que des adultes, il n'y a pas une seule fausse note. J'ai été bluffée, comme dans la saison 1 d'ailleurs, par la prestation de Louis Pérez qui incarne Simon. Alors, Simon, c'est un peu l'emmerdeur de service, mais qui est très cultivé, qui est très fleur bleue, très romantique aussi. Et Margot, je suis très contente parce que je crois que vous avez aussi adoré cette série et je me sens moins seule parce que j'ai regardé grâce à vous. Je suis très contente. Je suis très contente. Non, j'ai adoré parce que en fait, c'est un sujet qui est extrêmement dur et la série élude aucune difficulté et pourtant il y a vraiment une légèreté aussi dans ces épisodes. Et puis, pour moi, c'est toute la poésie de l'adolescence. Ça pourrait sembler un peu bizarre parce que c'est des adolescents forcément à la marge. Et pourtant, ils ont exactement les mêmes problèmes, les mêmes questions que les autres ados. Ils s'aiment, ils se détestent eux-mêmes, j'entends. Ils ont envie de faire l'amour, ils se font la guerre. Et vraiment, j'ai été très émue par cette série et je m'y attendais pas. Et parce qu'en fait, il y a aussi des grands ascenseurs émotionnels. Il y a des moments très très durs et des moments extrêmement beaux. Et vraiment, allez voir Mental parce qu'elle est injustement méconnue, cette série. Ah mais alors, complètement. Alors pareil, ascenseur émotionnel à chaque épisode de 26 minutes. J'ai beaucoup pleuré. Moi, je le reconnais volontiers. Mais en plus, il y a des moments où je m'y attends pas. Donc c'est ça qui est bien dans une série, généralement. C'est quand on vous attrape, quoi. Et puis, Mental, moi, je trouve aussi a une autre qualité
qui essaie de nous informer, alors sans être dans la démonstration, mais sur ces pathologies dont souffrent ces gamins, de troubles compulsifs, de troubles alimentaires, de schizophrénie, de dépression. Et à travers ces mots, en fait, la série, elle porte quand même un regard bienveillant sur ces ados et sur la différence et sur le besoin de tolérance dans notre société, ce qui fait toujours du bien à voir et à entendre. J'avais eu un coup de cœur pour la saison 1 et vraiment la saison 2 est tout aussi remarquable avec une réalisation qui est, à mon sens, encore plus maîtrisée. Eh bien, résultat, Montal s'impose vraiment comme une série sur les ados, loin de tout cliché. On vous la recommande grandement, c'est à voir sur France.tv. Le crush de l'invité. Ah oui, Sonia Liu, c'est à vous, parce qu'on termine jamais un épisode de Série-Land sans le crush de notre invité, c'est-à-dire votre coup de cœur. Et en l'occurrence, c'est aussi le nôtre. On a tout aimé dans cette série, même la musique. La série Euphoria qui est à voir absolument sur OCS. Exercice très difficile, Sonia, pour vous. Est-ce que vous pouvez nous faire le pitch en quelques secondes ? C'est très compliqué. C'est un peu le quotidien, on va dire, d'adolescents américains qui vont être confrontés à toutes les difficultés de l'adolescence, à savoir la sexualité, la découverte de l'autre, de son identité, des drogues, des addictions, etc. Et je pense que c'est une série qui est très, très importante et dans son temps. Pourquoi ? J'ai adoré en fait ce regard. Alors moi, je suis plus concernée par la problématique de l'adolescence, mais je pense que j'aurais adoré grandir avec une série comme ça parce que je trouve qu'elle apporte énormément de bienveillance, de tolérance. Elle élude pas les questions difficiles. Elle porte pas forcément de jugement non plus sur beaucoup de choses, beaucoup de pratiques. Et je trouve que ça fait du bien. C'était vraiment une fraîcheur en fait qui m'a fait beaucoup de bien. Merci beaucoup de nous avoir permis de reparler d'Euphoria, Sonia Liu. Avec grand plaisir. Margot, merci aussi infiniment d'avoir été avec nous pour cet épisode de Série-Land. On vous retrouve régulièrement dans Culture Média sur Europe 1, l'émission de Philippe Vandel, mais également le dimanche, puisque vous animez en ce moment Clap, le rendez-vous cinéma d'Europe 1. Voilà. Et merci infiniment, Sonia Liu. Merci. Je recommande grandement votre chaîne YouTube sur laquelle vous nous racontez des histoires effrayantes, mais vous le faites avec passion et avec rigueur. Surtout, comme chaque semaine, je vous quitte avec une réplique d'un héros d'une série culte, un tueur en série, mais uniquement sur écran, Dexter. Certaines personnes simulent leurs sentiments, moi je les simule tous et je les simule bien. Dans le prochain épisode de Série-Land, changement d'univers. Il sera question de politique, de maternité et de rap. Le comédien et auteur Xavier Lacaille sera l'invité du grand entretien. Il nous a enchantés avec son rôle d'assistant parlementaire dans la série Parlement ou encore en ami déjanté dans Tétard. Série-Land est un podcast Europe 1 Studio produit par Timothée Magot, réalisé par Christophe Pierrot et préparé en coulisses par l'équipe composée de Clémence Olivier, Margot Barallon, Magali Buteau et Salomé Journeau. Si cet épisode vous a plu, le prochain vous séduira. J'en suis certaine, restez à l'écoute, parlez-en autour de vous, commentez, faites-nous part de vos retours, notamment sur le groupe Facebook Série-Land. Vous pouvez toujours nous attribuer des étoiles sur les plateformes de podcast, ça nous rend heureux. Nous sommes désormais disponibles aussi sur Spotify. Mais attention, dans Série-Land, la règle ne change pas de spoil. Et puis abonnez-vous, comme ça on ne se quittera plus.